Constantinople, au début des années 1880, le seigneur Kéraban, richissime négociant de tabac, est un Turc, en totale opposition avec la nouvelle époque dans laquelle Constantinople s'européanise chaque jour. Kéraban est en effet un fidèle de ce parti des vieux Turcs qui ne veulent rien admettre des choses actuelles et qui protestent contre toutes les inventions de l'industrie moderne. « Ah, messieurs les nouveaux Turcs !» s'écrie le seigneur Kéraban en voyant passer quelques Constantinopolitains vêtus de la redingote droite et coiffés du fez rouge. « Ah, vous voulez nous faire la loi, rompre avec les anciens usages !» Ce jour-là, quelle n'est pas sa surprise de découvrir sur la place Top Hané de Constantinople, l'actuel Istanbul, son ami et riche négociant de tabac de Rotterdam, le distingué Jean Van Mitten, accompagné de son valet Bruno. D'un caractère doux et d'un tempérament docile, Van Mitten est l'exact opposé de Kéraban. Il cède sur tout pour n'avoir de querelle sur rien. Pour des raisons mystérieuses, Van Mitten est parti précipitamment de Rotterdam avec pour objectif, semble-t-il, d'être le plus loin possible de la Hollande. « Puisque je vous tiens, je ne vous abandonne plus !» dit Kéraban à Van Mitten. « Mon bateau va venir me prendre pour traverser le Bosphore, je dîne à ma villa de Scutari et je vous emmène !»« C'est que je vous emmène, vous dis-je. Allez-vous faire des manières maintenant, à moi ? Quelle charmante habitation je me suis construite avec la vue du Bosphore et tout le panorama de Constantinople. Ah, la vraie Turquie est toujours sur cette côte asiatique. Ici, c'est l'Europe, mais là-bas, c'est l'Asie et nos progressistes en redingote ne sont pas prêts d'y faire passer leurs idées. Mais alors même qu'ils vont traverser le Bosphore, un ordre du conseil de police est publiquement annoncé. Un impôt de 10 paras à partir de ce jour est désormais imposé sur toute personne qui voudra traverser le Bosphore. Quiconque refusera d'acquitter cet impôt sera passible de prison et d'amende. 10 paras, soit l'équivalent d'une demi-tasse de café. La somme est ridicule pour le richissime Kéraban, mais cet impôt, décidé par un gouvernement qui l'exècre, est pour lui insupportable et vexatoire. Je passerai par Allah, et je passerai sans qu'un seul sou sorte de ma poche. Oui, vous passerez, mais alors ce sera par la porte de la prison, répondit le chef de police qui s'animait à son tour, et vous payerez une belle amende pour en sortir. Vous croyez, répondit le seigneur Kéraban. Eh bien, j'irai à Scutari, et je ne traverserai pas le Bosphore, et je ne payerai pas quand je devrais faire le tour de la mer Noire. 700 lieues pour économiser 10 paras, s'écria le chef de police en haussant les épaules. Mais mon ami, dit Van Mitten, effrayé par la tournure des événements. Oui, je vous ai invité à dîner à Scutari, dit le seigneur Kéraban à Van Mitten, et par Allah, vous dînerez à Scutari, à notre retour. Mais ce ne sera pas avant, répondit le Hollandais tout interloqué de la proposition. Ce ne sera pas avant 1 mois, avant 1 an, avant 10 ans, mais vous avez accepté mon dîner et vous mangerez mon dîner. Kéraban va ainsi entraîner l'honorable et aimable Van Mitten et son valet dans un incroyable voyage circulaire autour de la mer Noire, durant lequel ils vont remonter la Turquie européenne, longer la Bulgarie et la Crimée, franchir les montagnes du Caucase, puis parcourir l'Anatolie. Un parcours de près de 3000 km. Mais Kéraban est non seulement têtu, il est aussi viscéralement allergique à toute utilisation des techniques modernes et il est donc hors de question pour lui d'employer le chemin de fer ou tout autre moyen de communication que ceux traditionnels. C'est donc
en chaise de poste que ce voyage va se faire. Mais attention, Kéraban, il fait installer 2 narguilés, ustensile indispensable à un Turc, qui est en même temps un négociant en tabac. Aussi, ce voyage se fera bien souvent dans une ambiance très enfumée. Ce voyage à l'ancienne compliquera plus d'une fois les plans de nos héros, notamment lorsqu'au cours d'une pause à un relais à Arabat, on y apprend qu'il n'y a plus de chevaux de rechange avant 24 heures. Kéraban, furieux, aile alors la foule. 100 roubles, à qui me procurera un attelage? Un certain frémissement courut parmi les indigènes. L'un d'eux s'avança résolument. « Seigneur turc, dit-il, j'ai 2 dromadaires à vendre. »« Je les achète !» répondit Kéraban. Atteler des dromadaires à une chaise de poste, cela ne s'était jamais vu. Et c'est sous les yeux ébahis de la population que le curieux attelage continua sa route. Ce parcours autour de la mer Noire permet à Jules Verne de nous offrir une belle leçon de géographie sur les confins orientaux de l'Europe. La diversité des peuples qui habitent ce littoral y est ainsi exposée, ainsi que l'emprise de la Russie dans cette région du monde, avec des formalités de douane qui mettront particulièrement à rude épreuve le fier Kéraban. Une aventure qui se révèle être aussi une course contre la montre. Le neveu de Kéraban, Ahmet, son unique héritier, un brave et courageux jeune homme, s'est épris de la ravissante Amasia, la fille du banquier de son oncle. Nos jeunes gens doivent donc se marier. Mais la cérémonie doit obligatoirement se faire avant 6 semaines. En effet, une tante d'Amasia a légué à la jeune fille l'énorme somme de 100 000 livres turcs, à la condition qu'elle fût mariée avant l'âge de 16 ans. Or, la jeune fille allait avoir ses 16 ans le 30 septembre prochain. Par son entêtement, Kéraban menace donc l'avenir de son neveu, qu'il adore pourtant, tout comme sa future nièce qu'il chérit. Mais à vrai dire, une plus grave menace plane sur Ahmet et Amasia. Un puissant personnage bien inquiétant, le seigneur Safar, a jeté son dévolu sur la ravissante jeune fille. Il veut se l'approprier et un machiavélique plan a été imaginé pour l'enlever. Ainsi, ce voyage autour de la mer Noire est non seulement une fantaisie sur le thème de l'ancienne Turquie contre la moderne, mais également sur la question du rapport entre les hommes et les femmes, de l'amour, du mariage. Van Mitten finira d'ailleurs par avouer au cours du voyage à son ami Kéraban les véritables raisons de son déplacement en Turquie. Il y a quelques semaines, Van Mitten, au tempérament pourtant si docile, a résisté à sa femme pour une histoire de choix de plantation de tulipes. La dispute s'est alors transformée en une véritable bataille entre les 2 époux à coups de jets d'oignons de tulipes, durant laquelle toute la magnifique collection florale de Van Mitten y est passée. Excédé, le digne Hollandais a décidé de quitter sa femme pour toujours et entrepris alors de partir pour Constantinople. Aussi, je vous laisse imaginer la déconvenue de Van Mitten lorsque, à la suite d'un incident plus qu'improbable, il se verra obligé, dans des conditions que je vous laisse découvrir, d'épouser une Kurde au caractère bien trempé. Et cela dans l'unique but de permettre la poursuite de l'expédition de nos héros et ainsi d'arriver avant la date d'échéance et permettre le mariage de Ahmet et Amasia. Enfin, après bien des péripéties dont le point ultime sera un combat à mort entre les hommes du seigneur Safar et Kéraban avec ses compagnons pour sauver Amasia, nos héros arrivent sains et saufs à Scutari le 30 septembre, dernier jour fixé pour la célébration du mariage. Que l'on imagine la joie de Kéraban en arrivant à sa villa sans avoir eu à dépenser les 10 paras d'impôts pour la traversée du Bosphore. Que son entêtement lui ait finalement coûté des dizaines de milliers de piastres pour financer ce tour de la mer Noire n'avait aucune importance. L'essentiel était qu'il n'avait pas eu à payer la fameuse taxe. Tout irait donc parfaitement bien
Si ce n'est qu'au moment de vouloir organiser le mariage d'Ahmet et Amazia à Scutari, nos héros apprennent que les formalités doivent obligatoirement se faire de l'autre côté du Bosphore, à Constantinople. Ami Kéraban, lui dit-on alors, maintenant que vous avez joué ce bon tour aux autorités ottomanes d'être allé de Constantinople à Scutari sans payer, je pense que vous ne refuserez pas. Je refuserai, répondit nettement Kéraban. Et notre mariage, s'écria Ahmet, notre mariage qui doit être fait aujourd'hui même. Vous êtes mon tuteur, oncle Kéraban, et vous le savez bien, votre présence est indispensable. Si l'on veut m'obliger à payer 10 paras, répondit Kéraban, jamais, non jamais je ne passerai le Bosphore, par Allah. Plutôt refaire le tour de la mer Noire pour revenir à Constantinople. Et en vérité, le têtu eût été homme à recommencer. Comment se termine cette aventure? Kéraban parviendra-t-il à repasser dans la journée de l'autre côté du Bosphore et ainsi permettre le mariage de son neveu avec Amazia? Van Mitten finira-t-il sa vie marié avec une Kurde? Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la succession de coups de théâtre qui rythment ce merveilleux et désopilant roman. Mais je ne peux toutefois m'empêcher de vous révéler que ce sera par un bien incroyable moyen que Kéraban arrivera à ses fins. En traitant dans ce roman, publié en 1883, de l'antagonisme entre l'ancienne Turquie et la nouvelle, et de la question de l'européanisation de cette région du monde, de son rapport avec le progrès, Jules Verne offre ici une thématique qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Il est d'ailleurs intéressant de constater que la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et les rapports de cette dernière avec les pays littoraux de la mer Noire, tels l'Ukraine et la Géorgie, auront précisément été analysés dans le grand quotidien français Le Monde, dans un éditorial du 5 janvier 2007, en prenant justement pour fil rouge l'aventure de Kéraban le Têtu.